Bonjour à tous, au programme de ce 84e point culture, fantasy et boucle temporelle sur fond de conflit mondial. Cette œuvre reprend également les codes du genre villainess, mais pour les détourner. À l'origine, c'est un light novel qui, comme son adaptation en manga, a commencé sa prépublication en 2020. Et il a vu son adaptation animée sortir lors de la saison des animés d'hiver 2024. Je veux bien sûr parler de, excusez-moi pour le titre à rallonge, Seventh Time Loop, The Villainess Enjoys a Carefree Life Married to a Worst Enemy, que je vais raccourcir par Seventh Time Loop. C'est parti. Riche Hilmgard Wetzner, la fille de la famille ducale et fiancée du prince, va vivre un événement qui va marquer le reste de sa vie. Le prince Dietrich va en effet annoncer la rupture de ses fiançailles devant tout le monde. Mais avant qu'il ne puisse énumérer toutes les raisons de cette rupture, cette dernière va prendre congé de lui et partir en vitesse de la salle. Et pour cause, ce n'est pas la première fois que Richer vit ce moment. C'est précisément la 7e fois, comme l'indique le titre. Dans sa première vie, le prince Dietrich a pris le temps d'énoncer tous les crimes supposés de Richer devant toute une audience avant de la condamner à l'exil. Suite à cet exil, elle fait la rencontre d'une compagnie marchande itinérante qui va la prendre sous son aile jusqu'à ce qu'elle puisse prendre son indépendance et visiter tous les pays du monde. Mais avant que son rêve ne puisse se réaliser, elle est entraînée dans une guerre et meurt. C'est alors qu'elle se retrouve à nouveau devant le prince Dietrich qui lui annonce la rupture de leur fiançailles. Il ne lui faut que quelques instants pour réaliser qu'elle est revenue dans le temps, 5 ans plus tôt exactement, et qu'elle n'a pas une seconde à perdre. Mais alors qu'elle se prépare au mieux avant que son exil ne soit connu de tous, elle n'arrive pas à retrouver la compagnie marchande à l'endroit où elle l'avait rencontrée. Elle doit se rendre à l'évidence, les choix qu'elle fait font que chaque vie sera différente de la précédente. C'est ainsi que lors de sa deuxième vie, elle devient apothicaire qui va jusqu'à soigner un prince d'un royaume éloigné. Dans sa troisième, elle devient érudite auprès d'un savant. Dans sa quatrième, c'est une suivante pour une famille ducale. Et dans sa sixième, elle se fait passer pour un homme et devient chevalier. Dans chacune de ces vies, elle meurt au bout de 5 ans à cause d'un conflit mondial provoqué par l'empereur de Galkane, Arnold Hein. Et c'est même pire pour sa sixième vie, car c'est lors d'un duel contre Arnold que Richer meurt, mourant du coup littéralement de la main de la personne responsable de toutes ses morts. Pour Richer, c'est décidé. Dans cette vie, elle va tout faire pour vivre paisiblement, se prélasser, lambiner ou encore flemmarder. Tout sauf travailler en somme. Mais c'est avec cet objectif en tête qu'elle va faire la rencontre percutante, littéralement, avec Arnold Hein, prince héritier de Galkane et futur empereur à l'origine de tous ses malheurs. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette rencontre va marquer Arnold, car il va demander à ce que Richer devienne sa femme. C'est donc par une demande en mariage à genoux devant ses parents, Dietrich et les rois de son pays, que Richer se voit demander sa main après que ses fiançailles aient été rompues. Cette dernière est d'accord à une condition, qu'Arnold accepte une liste de caprices et qu'elle puisse quand même réaliser le but qu'elle s'est fixé pour cette nouvelle vie, vivre paisiblement. C'est ainsi que Richer part pour le royaume de Galkane. Mais va-t-elle réussir à rester fidèle à son but? Seul l'avenir nous le dira. C'est tout pour le scénario et je vais parler plus en détail de l'œuvre. C'est une romance avec pas mal d'aspects de comédie, le tout dans un univers de fantasy. Mais ici, pas de magie ni de créatures fantastiques. On est plutôt dans un univers proche de notre époque moderne historique. La première chose dont j'ai envie de parler, c'est le titre. Le villainess est un archétype de narration où la méchante de l'histoire revient dans le passé à un instant T, souvent suite à sa mort causée par ses propres actions, et va tout faire pour corriger le tir et éviter que cette situation ne se reproduise. Un exemple parfait, c'est Empire Tear Moon Story, qui voit son héroïne se faire exécuter sur la place publique avec une guillotine, et qui se réveille alors que c'est encore une enfant, et qui va tout faire pour que cet événement ne puisse pas se réaliser de nouveau. Sauf qu'elle va en même temps se rendre compte de toutes les actions qu'elle a réalisées et qui ont mené à sa fin. Mais le problème que j'ai ici, c'est qu'à aucun moment Richer n'est méchante ou ne laisse transparaître qu'elle l'a été. En fait, c'est une autre fille, le classique archétype de la fille qui se fait persécuter, qui est à l'origine de la réaction de Dietrich en inventant toute une série d'actions qu'aurait fait Richer à son encontre. C'est aussi un classique du genre Otome Game, et j'en avais déjà parlé lors de mon point culture textuel sur Mon destin entre les mains des femmes, où l'héroïne se fait harceler par la fiancée du prince ou son entourage, et dont la finalité verra ses fiançailles brisées et l'héroïne prendre sa place. Et encore une fois ici, rien de tout ça, donc le mettre dans le titre, même si c'est pour prendre l'archétype à contre-pied, je trouve ça un peu mensonger. Ce n'est que le titre, mais vu qu'il est à rallonge car c'est la tendance au Japon, si en plus il ne reflète pas la situation, pour moi il y a un souci. Pour le côté boucle temporelle, à chaque nouveau cycle, Richer garde ses souvenirs, y compris musculaires. Mais son corps, lui, est le même au début de chaque cycle. Ce qui fait qu'elle a beau avoir gardé sa mémoire musculaire,
elle ne peut pas les reproduire comme avant sans avoir entraîné son corps à nouveau. Vu qu'avant que les boucles temporelles ne commencent, elle ne voyait sa vie que comme la fiancée de Dietrich, et donc bien loin de toutes ces problématiques. La première fois que j'avais lu l'œuvre, j'avais trouvé ça dommage que Richer ne se serve pas du savoir de ses anciennes vies, ailleurs que dans la vie que l'on est en train de suivre actuellement. Mais à la relecture, en fait, si, c'est le cas. On ne voit que très peu de passages de ses vies antérieures, mais on voit bien qu'elle se sert de ses connaissances à chacune de ses vies. Par exemple, dans sa vie d'apothicaire, c'est parce qu'elle savait où ou comment trouver certaines plantes grâce à sa vie de marchande qu'elle a pu trouver un remède pour un prince. Et pour l'instant, le grand mystère est sa 5e vie dont on ne sait quasiment rien. Elle n'est pour l'instant jamais mentionnée, sauf dans un épisode de l'adaptation animée, où elle se sert d'une capacité héritée de cette vie. Mais l'animé étant en avance sur le manga, je ne doute pas qu'on en saura plus un jour. Clairement, on se doute que son but de se prélasser ne sera pas atteint. Déjà parce que sinon il n'y aurait pas d'histoire, mais également pour une autre raison. À chaque fois qu'elle mourait, c'était suite au conflit provoqué par Arnold, et même si cette vie peut être sa dernière, elle ne connaît pas les raisons des retours en arrière, donc ils peuvent s'arrêter à tout moment. Elle va essayer de changer le cours de l'histoire. Pourquoi Arnold a provoqué ce conflit, alors qu'il a l'air, au début de cette 7e vie, bien moins glacial que dans ses vies antérieures? Richer va essayer de comprendre les raisons qui vont pousser Arnold à tuer son père, prendre le trône et provoquer tous ces conflits. Et plus que les comprendre, elle va tout faire pour essayer que cette situation n'arrive jamais. Concernant l'apparition de l'œuvre, c'est à l'origine un light novel de la scénariste Amekawa Touko et Hachibi Wan à l'illustration. Commencé en 2020, le light novel est toujours en cours et comporte pour le moment 6 tomes parus entre le 25 octobre 2020 et le 25 décembre 2023 au Japon. Ensuite, pour l'adaptation en manga, nous avons toujours Amekawa Touko au scénario et Hachibi Wan pour le chara design, ainsi que Kino Inoki pour le dessin. La prépublication a commencé en 2020 chez Overlap, et comme le light novel, c'est toujours en cours. Au Japon, on est à 6 tomes parus entre le 25 juin 2021 et le 25 février 2024. En France, c'est édité chez Meian, et pour l'instant les 4 premiers tomes sont sortis entre le 25 novembre 2022 et le 8 février 2024. Et pour le 5e tome qui devrait paraître le 24 août, Meian vient tout juste d'annoncer une édition limitée contenant une jaquette réversible, un marque-page, 13 cartes postales et un poster. Personnellement, c'est déjà précommandé. Concernant l'adaptation animée, elle a été produite par les studios Hornets et Studio Kai et est sortie durant la saison des animés d'hiver 2024. À titre d'information, Studio Kai est à l'origine de l'adaptation animée du manga et light novel Super Cub dont j'avais parlé lors d'un point culture textuel. L'animé comporte 12 épisodes sortis entre le 7 janvier et le 24 mars 2024, et c'est disponible chez nous sur Crunchyroll. Si je me base sur l'adaptation en manga, la fin de l'animé devrait correspondre à la fin du tome 6, voire le futur tome 7. Il faudra donc attendre un peu si vous voulez connaître la suite de l'histoire. Personnellement, j'ai bien aimé cette adaptation. Le chara design est respecté et j'aime beaucoup le style graphique. Pareil pour l'animation, j'ai bien aimé même si les séquences d'action sont rares donc c'est difficile de juger. C'est sûr que ce n'est pas un animé avec le plus gros budget qui soit, mais ce n'est pas nécessaire pour qu'une adaptation soit réussie, et pour moi elle l'est. Pour ce qui est de l'œuvre, je l'aime bien, mais je trouve que certains points qui lui sont reprochés sont un peu durs. Alors oui, Rishi a l'air d'être parfaite et sans défaut, et n'est pas plus traumatisée que ça par ses morts, notamment lors de sa 6e vie, où elle meurt directement dans la main d'Arnold, et n'est pas plus perturbée que ça lors de sa rencontre au début de sa 7e vie. Mais pour moi, c'est justement parce que c'est sa 7e vie qu'elle est aussi détachée. Elle n'a pas de temps à perdre et connaît déjà beaucoup d'événements qui se sont ou vont se dérouler. D'autant plus que la sensation de mourir, elle l'a déjà connue 6 fois. En plus, on ne le voit que rapidement, mais elle n'était pas forte de base, c'est d'ailleurs tout le contraire. Et c'est grâce à toutes ces vies successives qu'elle va avoir l'assurance et devenir la personne qu'elle est. Si on veut être tatillon, c'est peut-être que Richer soit trop rationnelle après sa première mort lorsque commence sa 2e vie et qu'elle comprend très vite la situation. Mais en même temps, s'attarder sur ce passage n'apporterait pas forcément grand-chose, et c'est à l'encontre d'un autre point que j'ai vu, c'est que le récit avance lentement. C'est sûr que l'histoire prend son temps, mais c'est pour moi lié à 2 facteurs. Déjà, c'est la première fois que Richer entre dans le royaume de Galkine, donc c'est un tout nouveau monde à découvrir. Ça permet, par la même occasion, que l'expérience de ses 6 vies précédentes ne la rende omnisciente en ajoutant le facteur de l'inconnu. Et puis, il ne faut pas oublier que c'est dans le titre de l'œuvre, et oui, on revient encore au titre, The Villainess enjoys a carefree life. Le but initial de l'héroïne dans cette vie, c'est de se prélasser. Alors évidemment, si elle peut se prélasser, elle va le faire,
même si elle veut aussi empêcher le futur qu'elle connaît d'apparaître. C'est l'heure de la note, et je vais lui attribuer la note de Le Jour de la Marmotte, version fantasy, sur 20. Ce qui est étrange à mon sens avec l'apparition de Meian, c'est que l'obi qui accompagne les premiers tomes de chacune de leurs séries indique ici numéro 1 au classement des romances isekai, alors que ce n'est pas un isekai. Richer reste dans le même univers, dans le même monde à chacune de ses morts. Et justement, le fait que ce ne soit pas un isekai est un plus pour moi, car elle est déjà au fait de tous les événements et de l'histoire de ce monde. Et elle l'est encore plus à chaque nouveau cycle. Que ce soit son adaptation manga ou animé, c'est une série que j'ai apprécié découvrir et suivre, et concernant le light novel, à part les brefs passages qui se trouvent à la fin de chaque tome de l'adaptation en manga, pour l'instant, rien à l'horizon pour la version française. Je pense qu'il faudra attendre 1 ou 2 ans avant que l'adaptation en manga dépasse l'animé chez nous, donc on a un peu de temps avant de connaître la suite de l'histoire. Pour les plus dévoués, le light novel a été traduit en anglais. À bon entendeur. Sur ce, j'espère que ce point de culture vous aura plu et vous aura donné envie de vous plonger dans l'œuvre. Je vais essayer de tourner dans la foulée un nouveau format qui va permettre de parler des actualités et de ce que j'ai lu et vu cette semaine. Ça va me permettre de parler de beaucoup plus de séries, soit qui n'ont pas la matière pour faire un point culture, soit dont le point culture n'est pas prévu à l'ordre actuel, car étant donné que j'en fais qu'un par mois, choisir le sujet du prochain point culture avec le choix que j'ai est déjà un dilemme. Mais pour certaines séries conséquentes comme les Kingdom ou les intégrales cultes, dont je sais que je veux faire le point culture, mais qui me demanderait beaucoup plus de temps pour faire un travail de qualité, j'aimerais pouvoir en parler. Du coup, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo avec ce nouveau format. Salut!